Voilà, bonjour. Je m'appelle Michael Gratzel. Je vais donc suivre le brillant exposé que Marc vient de nous donner. J'espère que je serai à ses attentes. Donc, le sujet de ma conférence est donc de vous parler de la conversion d'énergie lumineuse, cette fois-ci en électricité. Donc, on vient de voir les exemples les plus récents de la conversion donc, de la lumière du soleil en combustible. Je crois que c'est la solution idéale, en fait. La nature nous le dit. Mais l'électricité, c'est une étape qui est intermédiaire. On a quelque chose, l'énergie électrique, elle est propre, on peut stocker dans des piles, on peut faire l'électrolyse. Donc, il y a donc cette forme d'énergie qui est extrêmement intéressante. Et donc, je vous parlerai des cellules solaires à colorants. Donc, Marc vient de nous dire déjà que c'est un système qui singe le principe de la photosynthèse. Je m'explique. Donc, c'est la seule cellule solaire qui sépare l'acte d'absorption de lumière de la fonction de transport de charge. Si vous prenez une cellule à silicium, ces fonctions sont assumées par le seul matériau du semi-conducteur, qui absorbe la lumière, qui génère des charges, qui doit encore transporter ces charges. Et donc là découlent des exigences de propriété, de pureté qui font que ces matériaux sont difficiles à faire. Donc il faut souvent des puretés de l'ordre 99,999. Donc il y a 6 9. Donc c'est clair que ça coûte l'énergie, c'est coûteux. À la fin, ce n'est peut-être pas ça ce qui peut nous donner les terawatts qui nous manqueraient d'ici peu de temps. Donc c'est là où il faut des systèmes simples. Et donc la seule cellule photovoltaïque qui absorbe la lumière avec un système moléculaire, c'est la cellule à colorant. Donc, ce colorant, là, il y a l'exemple le plus récent d'une porphyrine qui a une structure donneur-accepteur. Je vous parlerai de ça tout à l'heure. Donc, le colorant qui absorbe, qui lui est greffé sur un support mésoporeux. Mésoporeux veut dire que les motifs sont entre 2 et 50 nanomètres de taille. Donc, vous voyez là, cette structure, c'est des sphères de l'oxytitane anatase. Et là, vous voyez, la propriété de ces sphères est qu'elles sont mésoporeuses. Et donc, je peux infiltrer par le colorant dans ces pores. Le colorant va donc s'absorber à la surface interne de ces sphères. Et puis là, quand la lumière arrive, il va absorber. Donc, ce colorant absorbe entre 350 et 700 nanomètres. Donc, la lumière qui arrive à absorber. Et puis là, l'excitation du colorant permet d'injecter un électron dans ces particules d'oxyde de tétane. Ça, c'est l'acte de création de charge. L'acte de séparation de charge qui est extrêmement important. Donc, on crée des charges par la lumière visible. Et là, le système est complètement équivalent à ce qui se passe dans les feuilles vertes. Parce que dans les feuilles vertes, j'ai aussi un processus, la chlorophylle qui absorbe. C'est un dimère, il y a les antennes, c'est plus complexe, mais à la fin, c'est un chromophore qui est excité, qui fait un transfert d'électrons et crée des charges. Bon, dans la photosynthèse naturelle, ces charges sont tout de suite consommées dans des réactions redox, et Marc nous en a parlé. Donc, à la fin, vous ne voyez pas un courant électrique qui va surgir des feuilles. Donc, ça n'en va pas, mais il y a quand même au niveau nanométrique, il y a ces courants locaux qui coulent dans les électrons qui sont déplacés et qui font de la chimie redox induite par la lumière. Donc là, la cellule, je vous montre, donc la structure très simple, on a un collecteur de charge. Dans ce cas, c'est un verre qui est revêtu avec une couche d'oxyde conducteur. Donc c'est un oxyde transparent, l'oxyde d'étain, dopé par fluor, qui conduit le courant. Donc ça, c'est un collecteur.
vous avez toujours besoin de collecteurs. Il y a des charges négatives et positives. Et donc, ce qui se passe dans la cellule, je viens de vous le dire, c'est que le colorant, là c'est encore en couleur rouge, injecte un électron dans les particules. Et là, donc, il y a c'est ce qui est très étonnant, il y a une conversion carrément complète, donc au niveau du rendement quantique des photons en électrons. Donc, il sort un courant électrique, ces sphères, qui, avec un rendement de carrément 100%. Dans le domaine spectral où on a absorption de photons. Et donc, ensuite, il faut collecter donc, ces électrons, et ça, c'est donc la partie anodique ici qui sert à collecter les électrons. Mais, une fois le colorant perd un électron, il faut le régénérer. Donc là, il faut un couple redox, un conducteur trou, qui amène les charges positives de la couche mésoporeuse à la contre-électrode. Et donc, ce couple redox est très important parce que il faut bien adapter les niveaux redox. Et donc, jadis, c'était toujours le couple iodure-triodure, mais il y a des nouveaux développements qui ont fait appel à des complexes de cobalt. Et là, ces sels sont beaucoup plus efficaces parce qu'il y a la tension. C'est mieux adapté. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc, il y a aussi là, le problème n'est pas anodin. Donc, il faut transporter les charges, les charges positives à un niveau redox qui est bien adapté au niveau redox du colorant. Voilà, je vous ai presque donné tout mon exposé là. Non, ne craignez rien, ça viendra un peu plus. Donc d'abord, la motivation. Marc vous a dit qu'il y a un besoin accru d'énergie. Et ça fait peur quand on voit que ces prochains, je ne sais pas, on est déjà l'an 2000, bon, ça double, presque ça double dans les prochains 20 ans. Il faut, la consommation énergétique du monde va doubler. D'où viendra cet appui supplémentaire? Il s'agit en fait de 14 terawatts qui manquent. Et donc, ce n'est pas des installations comme ça qui vont nous aider. Avec la pollution qu'on connaît, il y a aussi le fait de serre. Tout ça, c'est pas soutenable. Il y a en plus des sources de pétrole qui ont déjà, là, c'est déjà en déclin. Et je viens de voir sur Internet que l'Arabie saoudite va mettre 100 milliards de dollars dans la recherche d'énergie solaire parce qu'ils voient bien que leurs ressources sont en diminuant et qu'il faut trouver autre chose que le pétrole. Et finalement, vous connaissez le risque nucléaire, l'action terrible qui a eu lieu au Japon. Et puis finalement, aujourd'hui, il n'y a plus un seul réacteur nucléaire au Japon. Est-ce que ça fait un effet néfaste sur l'économie? Absolument pas, parce qu'on vient d'apprendre que le produit national brut a augmenté dans les derniers 3 mois. C'est étonnant comment un pays qui a, je ne sais pas, une cinquantaine de réacteurs a pu se passer de cette source énergétique. Voilà. Donc, mais il faut autre chose. C'est clair que c'est trouver autre chose. Et là, il est clair que Alors, excusez-moi, j'ai des diapositives en anglais, mais je crois que si je m'explique en français, vous comprenez. Donc, il y a une quête pour l'énergie soutenable, donc l'énergie alternative. Vous connaissez certainement ce système, donc c'est archaïque, mais ça marche. Ensuite, les panneaux silicium. Là, il y a déjà donc, la nouvelle technologie dont je parlerai aujourd'hui, des cellules à colorant, des panneaux qui sont ici montés en Jérusalem, en Israël. Donc,
il y a la société 3G Solar qui a fait des tests à longue durée et qui, en fait, je dois vous montrer tout de suite que là, il n'y a pendant plusieurs années, il n'y a aucune baisse du rendement. Donc, la performance est très stable. Je mentionne ça parce que pendant une certaine période, notre concurrence a créé l'image d'une cellule instable. Et on se dit, ah, mais les cellules à colorant, ça ne tient pas. Alors que nos cellules tiennent beaucoup mieux que certaines autres cellules solaires à couche mince qui se dégradent très rapidement. Donc là, il y a un autre test que je vous montrerai des résultats de stabilité plus tard dans mon exposé. Et puis, donc, vous voyez, cette technologie est bien sortie du laboratoire. Il y a même des modules qui marchent qui ont 10% de rendement. Et puis, donc, c'est la période d'industrialisation a commencé. Et à la fin de mon discours, je montrerai quelques exemples. Donc, en fait, ce qu'on souhaite, c'est clair, en fait, c'est trivial. On voudrait avoir des coûts bas, simplicité de production, rendement, stabilité. Ça. Mais là, il y a aussi la question des ressources. Est-ce qu'elles sont disponibles ou pas? Et surtout, le temps qu'il faut pour récupérer l'énergie qu'on a mis dans la fabrication de ces cellules. Donc ça, c'est un fait très important. Et là, justement, les cellules à colorant sont très favorisées. Simplement, il faut moins que 5 mois pour récupérer l'énergie qu'on a donc investie dans la fabrication de ces cellules. Alors que nos grands frères, le silicium, c'est 3 années. Ça dépend où vous mettez les cellules. Ça, c'est aussi, si vous mettez un panneau en Arabie Saoudite, c'est plus rapide qu'ici en France. Mais là, on parle de l'Europe du Sud. Donc on parle des conditions climatiques de l'Espagne ou de l'Italie. Donc, simplement, ce que je voudrais traiter assez rapidement, c'est déjà vous donner un peu plus d'informations sur le mode d'opération de la cellule, la relation qui nous lie à la photosynthèse, ensuite donc l'état d'art du système, ensuite je donne un peu une idée de ce qui se passe dans la recherche actuelle, comme Marc l'a fait pour les systèmes qui singent le complexe manganèse, et puis finalement les applications qui sont en train d'apparaître maintenant. Donc, c'est la publication qui a donc la première fois présenté ce système avec une jonction en 3 dimensions. C'était avant, toutes les cellules solaires avaient une jonction planaire. Et puis, les physiciens pensaient qu'il ne fallait surtout pas utiliser un tel système parce que l'interface est très grande et à l'interface, il y a des centres de recombinaison, il y a des ordres et c'est ça ce qu'on craint. En photovoltaïque, on souhaite travailler avec des systèmes qui sont extrêmement ordonnés parce que les porteurs de charge ne vivent pas très longtemps. Et donc, dans les silicium, quand je crée une paire électron-trou, ça vit quelques microsecondes. Il faut savoir l'attraper pendant cette période, il faut séparer les charges. Et puis, s'il y a des centres de recombinaison, à la surface, la durée de vie va diminuer, donc c'est néfaste. Donc, on ne pensait pas que ça pourrait marcher, mais je vous ai dit que c'est différent dans le sens que ce n'est pas ces semi-conducteurs qui absorbent la lumière. En fait, l'oxyde titane a une bande interdite de 3,2 électronvolts, donc ça n'absorbe pas la lumière. J'utilise que la bande de conduction de l'oxyde titane pour transporter les électrons. C'est un support. Donc, cette couche, elle supporte le colorant et en même temps,
il sert donc d'accepteur d'électrons. Il va conduire les électrons à l'électrode de travail. Donc, c'est ce système-là, je vous ai déjà montré dans mon premier diapositive. Et donc, ça, on a déjà discuté. Là, il y a un exemple qui montre une telle cellule. Donc, vous voyez, la transparence, c'est la taille des particules qui détermine si la couche est transparente ou pas. Il y a l'effet Rayleigh de diffusion de lumière. Mais là, on a des particules de l'ordre de 20-30 nanomètres. Et donc, on ne voit pas ces particules. On voit par contre le colorant qui est greffé à la surface de la couche et qui génère l'électricité. Comment est-ce que je vois que l'électricité est générée? Vous voyez sur l'image quelque chose? Qu'est-ce qui vous dit que ce verre génère de l'électricité? Qui voit quelque chose? Ah. Le ventilateur, là. Il y a un ventilateur qui tourne. Et ça vous dit aussi donc, qu'en fait, ce qui se passe, c'est cette cellule, elle capte la lumière tous les angles. C'est ce qui est très important quand on est dans la lumière ambiante. Ce n'est pas le soleil qui braque sur la cellule dans ce cas. Elle est juste dans une lumière ambiante et il y a le ventilateur qui tourne. Il y a plusieurs réalisations. Je parlerai de ça uniquement aujourd'hui. Donc, l'électrode redox, il y a des systèmes au conduit de trous solides. Et puis, il y a aussi des systèmes qui sont basés sur des puits quantiques. Je ne sais pas si je vais pouvoir voir comment le temps passe, si je peux vous en parler aujourd'hui. Donc, en fait, on a donc l'excitation. Maintenant, on va au niveau moléculaire ce qui se passe. Excitation, injection. Donc, ça, c'est la séparation de charge. Il reste une charge positive sur le sensibilisateur. La charge négative est dans les particules d'oxyde de titane. Je dois régénérer le colorant avec un donneur. Je l'ai fait. Alors maintenant, j'ai transféré la charge positive sur le couple redox. Et donc, le couple redox fait la navette. Il doit transporter les charges positives à la contre-électrode. D'accord? Il revient dans la forme réduite. C'est une navette qui fait que transporter des charges positives entre la surface de l'oxyde et la contre-électrode. Et donc maintenant, j'ai une séparation de charge à travers l'interface. Et ça, c'est très important que vous compreniez. C'est une grande différence entre avoir le paire électron-trou dans le même matériau, comme le silicium, ou bien avoir un électron dans un oxyde et le trou dans un électrolyte. Ça, c'est une très grande différence. Parce que là, j'ai une interface entre les deux matériaux et je peux contrôler la réaction inverse qu'on craint. La réaction inverse, c'est que les électrons récombinent avec les charges positives. C'est la récombinaison des charges qui, bien sûr, n'est pas souhaitée. Et donc, je peux en fait faire l'ingénierie de l'interface au niveau moléculaire atomique qui fait que la réaction inverse soit ralentie. Et la preuve est là, la durée de vie de ces porteurs de charge, si on construit bien l'interface, est de l'ordre de plusieurs secondes. Alors que dans le silicium, je vous ai dit, la paire électron-trou vit quelques microsecondes. Donc, il y a un facteur 1 million. Donc, c'est ça ce qui nous aide énormément à attraper, à collecter ces charges qu'on a créées. Ça ne sert à rien de créer des charges si on ne peut pas les collecter. Et donc, la séparation de charges crée un potentiel entre l'électrolyte et l'oxyde. Et puis, ce potentiel est utilisé pour
pour générer un courant électrique. Donc, je répète maintenant encore une fois ces étapes. Comme ça, vous êtes complètement au clair. Donc là, il y a le colorant qui est un complexe ruthénium. C'est un colorant très souvent utilisé, toujours utilisé aujourd'hui. Donc, un complexe avec des groupes bipyridyles. Il faut noter les carboxylates. Ces carboxylates servent à ancrer le complexe à la surface de l'oxyde titane. Cet ancrage se fait par la formation des liaisons de coordination avec les ions de titane à la surface de l'oxyde. Et donc là, elle est très fermement ancrée à la surface. Et il faut aussi dire, quand on expose une telle couche à une solution colorante, elle se forme une monocouche et ensuite c'est terminé. C'est une auto-limitation. Parce qu'il n'y a plus de site disponible, l'absorption s'arrête. Et donc là, ce colorant, donc il est là chez le spectre d'absorption, ce colorant avec ces deux pics dans le visible. Donc il est excité. Et si on n'a rien, il va se désactiver par émission de photons et de chaleur. Mais on voit aussi que l'excitation d'un type particulier. Donc sur l'état de base, on a les électrons, c'est là l'état de base, qui sont donc localisés sur le ruthénium et ces deux thiocyanates. Alors que si, au moment où j'excite le complexe, les électrons passent, il y a un transfert de charge sur le ligand. Et c'est ce ligand qui est absorbé. Donc, il y a un mouvement vectoriel des électrons vers la surface, ce qui est bon parce que là, on veut injecter donc, le couplage entre les orbitales, le pi étoile de pyridine, la pi pyridine, et les orbitales de titane, donc l'oxyde. C'est un bon couplage, donc on peut très rapidement injecter ces électrons. Et donc je le montre là, l'excitation, injection. Et donc je dois régénérer le colorant, régénération colorant. Il y a le couple qui fait la navette, tout ça je vous ai déjà expliqué. Je crois que maintenant c'est clair, je vous ai suffisamment informé sur le principe. Et pourquoi il faut une couche mésoporeuse? Oui, si je prends une monocouche sur un support qui est lisse, on n'absorbe pas la lumière. La section efficace de la molécule, la section optique est beaucoup moins grande que la section de la molécule dans la taille de la molécule. Donc, ça veut dire qu'on n'absorbe pas de lumière, ou très peu. Mais en plus, il y a d'autres processus. Je ne veux pas entrer dans les détails. Ça marche très mal si vous mettez un colorant sur une couche lisse. Ça donne très peu de rendement. Le rendement incident, de conversion incident, des photons incidents en courant électrique. Donc, le flux de photons qui frappe, on prend ce flux, on prend le courant électrique, on divise les deux chiffres. Donc, on voit que là, seulement 0,1% des photons qui arrivent sont convertis en courant électrique. Donc, rien, là, il y a, ça c'est vraiment un système académique. Et en fait, quand j'ai commencé mes travaux dans ce domaine, on m'a averti que c'est inutile, c'était peine perdue, que c'est un système qui avait été suffisamment exploré pour dire que ça ne valait rien. Parce qu'il y avait ces problèmes déjà au niveau de l'absorption, mais toutes sortes d'interférences, parce qu'il faut en fait doper l'oxyde titane. Et là, elle devient noire, et puis l'absorption par l'oxyde, il y a toutes sortes d'interactions indésirables. Donc ça marche mal, mais si je mets sur une couche nanocristalline, vous voyez que là, je récupère plus que 80%, en Suisse on dit 8 ans, 80% du courant électrique est converti. Ben, c'est énorme, c'est un facteur 1000. Donc c'est énorme la différence. Et là, pour ce cristal, j'ai payé 50 000 francs parce que j'ai dû le faire par un technicien qui a travaillé pendant 1 an. Donc, on n'a pas pu acheter à l'époque, alors que ça coûte peut-être un demi-franc en Suisse. Voilà, donc c'est moins cher. Et là, vous voyez aussi l'absorption de lumière se fait par
par des étapes successives, comme les chloroplastes. Et ça singe aussi, ça mime les chloroplastes. Comment ça se fait dans la nature? Pourquoi la feuille est verte? Bah, il y a aussi des monocouches, mais ils sont donc superposés. Et puis là, cette superposition donne donc une absorption de lumière par multiples étapes, comme ici. Donc chaque nanograin absorbe la lumière un peu ici. Avec 200 grains, vous arrivez à tout absorber. Tout absorber dans le domaine de l'absorption de colorants. Donc c'est ça le principe. Donc encore une fois, donc, on a un système tridimensionnel. On arrive à absorber la lumière par une monocouche. Toujours faut-il ensuite capter les électrons concrets. C'était le deuxième problème. Et donc la différence, je vous ai déjà dit, c'est que le système classique PN, ben, là il y a cette cumulation de fonctions et puis ben, la pureté. Alors qu'ici, nous avons découplé ces actes. On a le colorant qui absorbe, il y a des matériaux qui transportent les charges, comme dans la nature. La nature a aussi opté pour cette solution. Or, la nature marche depuis 2 milliards d'années. Ce n'est pas un système qu'il faut encore éprouver. Voilà. Donc, la nature qui, en fait, utilise le chlorophylle, je le répète, juste pour vous montrer très rapidement. Donc, il y a la chaîne de transfert d'électrons. Et puis, donc, ce colorant qui crée des charges. Et comme Marc l'a dit, il y a tout de suite il y a un système redox qui fait que ces charges positives sont rapidement consommées. Et là, il y a le NADPH qui est formé. Donc, c'est pas l'électricité qui sort des feuilles, mais nous avons quand même ici un système très similaire, le colorant qui tourne et puis qui donne son électron à la membrane semi-conductrice. Et puis ici, le couple iode-iode qui régénère ce colorant. Donc, et puis là, le colorant doit parcourir 100 millions de cycles dans sa durée de vie. Mettons, vous voulez que ça dure 25 ans, ben, il faut qu'il tourne 100 millions de fois. Est-ce que c'est possible? C'est possible avec des systèmes que je vous montre, là, ces complexes Ruthenium. Pour la simple raison qu'il y a très rapide désactivation là. Donc là, ce rapport est plus grand que 10 puissance 8 en fonction de l'injection. Et là, il faut faire attention qu'on ne prend pas un colorant qui se décompose à l'état oxydé. Sinon, il y aura là, comment on dit en anglais, un bleeding, un saignement donc qui sera néfaste. Donc il faut faire attention, il faut faire des tests électrochimiques pour montrer que la régénération aussi 10 puissance 8 fois plus rapide que tout autre processus de décomposition. Et là, je vous montre, là, les Japonais sont les maîtres quand il s'agit de faire des jouets, des réalisations comme ça. Donc là, il y a un arbre artificiel qui utilise le colorant vert avec les veines là, c'est les collecteurs de courant. Et puis, vous voyez le papillon qui commence à s'agiter quand la lumière frappe les feuilles. Ce n'est pas encore les térawatts qu'on souhaite, mais c'est une bonne illustration du principe de la photosynthèse artificielle. Donc, la cellule, dans sa forme classique, utilise donc ces complexes, le ruthénium, mais on va vers d'autres colorants. C'est clair que là, il y a de la concurrence. Et il y a ces systèmes ces couches mésoporeuses formées par des particules d'oxyde de titane. Il y a l'oxyde de l'électrolyte qui, normalement, c'est un liquide ionique. L'industrie préfère d'utiliser ces liquides ioniques, c'est donc des sels fondus qui, dans le cas de ces complexes imidazolium, sont encore liquides à moins 50 degrés. Donc, ils sont à très faible pression de vapeur et comme ça, les industriels adorent parce qu'il ne faudrait pas avoir des pertes par évaporation et mettons s'il y a des fuites dans le système que tout s'en va. Ce risque, personne ne peut le prendre. Donc les systèmes sans solvant sont préférés pour la mise en pratique de la technologie.
Et donc là, j'ai le complexe tritium, encore une fois, avec les points d'accroche à la surface de l'oxyde titane, l'injection, et puis ensuite la récupération des charges positives par le iodure qui est oxydé en triodure. Donc c'est ça, la version classique. Il y a eu des calculs, on a travaillé avec Annabella Saloni de Princeton pour si on peut modeler. Il y a de nouveau ces orbitales, je vous ai déjà montré l'excitation metal-ligand du complexe. Puis ensuite, il y a donc une injection très rapide. On voit ça sur l'échelle de la picoseconde. Il y a une montée verticale du signal de la forme oxydée du colorant. Et donc, cette forme oxydée, elle est là dans la durée de l'impulsion qui dure quelques 60 femtosecondes. C'est ça. Ensuite, les charges sont séparées et rien ne se passe, au moins pas sur cette échelle. La recombinaison est beaucoup plus lente. Elle dure quelques millisecondes. On a des femtosecondes d'injection, des millisecondes de recombinaison. Donc, sur l'échelle ici, on voit ça que l'injection très rapide et la recombinaison dans le domaine des millisecondes, la régénération. Et la question finalement qu'on se pose, et ça c'est une question extrêmement importante, quel est le rendement de collection de ces changes? On crée ça, tout le monde comprend, on nous croit tout de suite qu'on peut injecter des électrons, mais là où il y a eu beaucoup de scepticisme, beaucoup de questions, c'est au niveau de la collection. Parce que le système est donc pas sur la diffusion seulement, il n'y a pas un champ électrique comme dans la jonction PN qui aide à séparer les charges. Et donc je dois avoir, le transport doit être 100 fois plus rapide que la recombinaison. Si c'est le cas, j'ai 99% de collection. Et donc c'est ça ce qu'on vise, ce facteur 100. Si les deux le transport est si rapide que la recombinaison, vous captez seulement 50% des charges. Ce n'est pas suffisant. Et donc, aujourd'hui, nous avons, par l'arrivée des nouveaux complexes de cobalt, on est sur une nouvelle lancée de rendement. On est en fait à 12,9% de rendement. Je vous explique plus tard. Voilà, il y a toutes sortes de résumés. Ce n'est pas important d'aller dans les détails, vous pouvez lire ça après. Et puis, donc, je passe maintenant à la recherche, de quelques points forts de la recherche. Il y a les nanostructures. Donc, ça, la forme classique de la couche nanostructurée, c'est donc ces particules qui sont en fait des particules d'anatase. Et là, les facettes sont, donc c'est l'orientation 1, 0, 1. Donc c'est cette orientation-là qui prévaut. Vous voyez, là, c'est facettes, ça c'est le 1, 0, 1. C'est la surface qui a la plus basse énergie surfacique. Et donc, il y a ensuite cette surface-là qui est le 0, 0, 0, 1. Et le 0, 0, 1, c'est... en fait, aujourd'hui, on peut faire des particules, je vous montrerai ça tout à l'heure, qui utilisent la surface 0,01. On a une préférence pour cette surface, la recombinaison de charge est encore plus longue que cette surface. Donc, il faut vraiment s'occuper aussi de la chimie de surface. On a une très grande surface qui est exposée, il y a une jonction qui est énorme. Le degré de rugosité de la couche est plus que 1000 pour une couche de 10 microns. Et donc, il faut bien s'occuper des interactions surfaciques, comment le colorant s'absorbe, quelle est la reconstruction de surface, tout ça, quel est le degré d'ionisation, la charge, le dipôle, tout ça, c'est des questions qui sont souvent ignorées, mais à tort, parce que les gens qui essaient de faire des raccourcis, qui pensent avoir des sensibilisateurs miracles, et puis il suffit de les mettre en contact avec une couche de particules d'oxyde titane, ça c'est l'échec programmé, c'est clair. Parce que là, il faut vraiment se prendre, avoir la patience d'entrer dans les détails, faire de la recherche
fondamentale sur la nature de ces interfaces et donc les processus de transfert d'électrons qui écoulent dans le système. Par exemple, le fait que c'est étonnant qu'on peut prendre une couche de particules, finalement, c'est des particules qui sont isolantes. Ils n'ont pas une conductivité. Et quand vous vous mettez ces particules d'oxytitane sur le support en verre conducteur, c'est des couches à des mégaohms de résistance. On ne conduit pas l'électricité. Alors que je viens de vous dire qu'on utilise ces couches pour conduire les électrons. Alors comment ça se passe? Bon, on a la chance qu'à la surface des particules d'oxytitane, il y a toujours des ions qui font écran, donc qui font un écran électrique. Comme ça, il n'y a pas cette limitation limitation du courant par la charge d'espace. Sinon, vous chargez un isolant avec un électron, il devient négativement chargé, il y aura une répulsion coulombienne qui freine le passage du courant. Donc, un effet important, il y a maintenant beaucoup de nanostructures qu'on teste. Il y a ces sphères dont je vous ai parlé. Il y a aussi donc beaucoup de travaux maintenant dans le domaine des nouveaux, donc la synthèse de nouveaux colorants. L'idéal sera d'avoir un colorant qui commence à absorber autour de 900 nanomètres et absorbe tout, et convertit tous les photons absorbés en courant électrique. Donc un tel système peut vous donner 33% de rendement d'énergie solaire en électricité. Pas plus, 33. Si vous voulez avoir plus, il faut prendre des tandems, il y a la lumière concentrée, il y a des manières à augmenter, mais donc une jonction simple ne peut pas donner plus que ça à la lumière du soleil naturel. Et là, on voit que ces recherches ont été fructueuses parce qu'au départ, je vous ai montré le colorant rouge qui est, donc là, on voit le spectre de génération du photocourant. Donc, si vous lisez 80, ça veut dire 80% des photons incidents de cette longueur d'onde-là, par exemple à 500 nanomètres, sont convertis en courant électrique. Donc c'est le rendement de génération de courant électrique par la lumière incidente. Donc on prend le flux incident, pas le flux absorbé. Et donc là, vous voyez qu'il y a eu le changement de la structure. On va du bipyridyle à terpyridyle. Ça a pris 10 ans. La recherche, le progrès n'est jamais programmé. Il faut y arriver. Et ensuite, le nouveau colorant de DAI-X, c'est le colorant japonais développé à l'université de Tokyo par le professeur Segawa. Et puis, il montre, c'est étonnant, c'est comme le silicium commence à 1000 nanomètres et puis il capte tout. Hein, la tension n'est pas si élevée, c'est en fait maintenant 650, on me dit, mais c'est toujours pas publié, c'est étonnant. Alors qu'il y a un an, ils ont déjà présenté cette structure en congrès. Heureusement, j'étais là et j'ai demandé au professeur Uchida si je pourrais utiliser la structure dans mes exposés. Mais il y a plus, il y a aussi les nouveaux colorants qu'on appelle DPA, donc il y a un donneur, il y a le bon et il y a l'accepteur qui est greffé à la surface du oxytitane. Et puis le mariage de ces nouveaux complexes avec le couple redox. On a reconnu que c'est des choses interagissent. Je vous ai parlé de la surface, il faut faire très attention des interactions et que ces composés sont pas, on ne peut pas les regarder de façon isolée. Ils sont en contact avec les autres composés de l'électrolyte. Donc et là, on a vu que le mariage de ce genre de complexe, de colorants avec des complexes de cobalt, c'est Hackfeld qui a publié en premier,
alors que nous, on travaille depuis 10 ans sur les complexes de cobalt, mais ça ne marchait pas très bien avec les complexes ruthénium. En moins pas à plein soleil, et donc on était un peu fatigué ces complexes cobalt, alors que la reconnaissance de cette corrélation nous a donné un nouvel espoir. Et donc, nous, maintenant, on a un système qui donne plus que 12% de rendement. Je vous montre la photo de Asvaniela, qui est l'auteur, premier auteur de ce papier qu'on a publié en Science. Et là, vous voyez aussi l'importance de la structure chimique. Donc, le chimiste doit toujours réfléchir à ce qu'il fait et quelle molécule il est déjà au niveau de la conception, la réalisation. Là, il était très important, par exemple, si on considère la céphényle, là, vous avez une substitution par des tertiobutyles, ça c'est les points bleus. Ici, je prends un alkoxy, 2 alkoxy, en ortho et en position ortho. C'est grandement bien meilleur. Le courant est plus grand et la tension. Donc, c'est une grande différence entre ce colorant et ce colorant. Et donc, on a réfléchi. Si on voit ça, il faut bien sûr entrer, il faut voir, aller au fond des choses, il faut voir ce qui se passe, pourquoi on a cette différence. Et donc, nous, on a fait, je ne vais pas entrer dans les détails, mais on a utilisé une méthode de perturbation pour mesurer la durée des porteurs de charge qui sont créés par la lumière, donc le temps de récombinaison, si vous voulez. Et là, on a vu qu'en fait, la récombinaison, pour ce colorant qui est pour les points rouges, là, vous voyez la récombinaison electron lifetime, c'est la durée de vie de l'électron, beaucoup plus grande pour le rouge que pour le bleu. Alors, pourquoi? C'est là, au niveau de la construction moléculaire, qu'on a fait une bonne chose. Là, ces 4 groupes alkoxy couvrent carrément la surface et puis empêchent l'accès des complexes cobalt donc à l'oxyde, à la surface de l'oxyde. Donc, ça fait un effet d'écran. Et comme ça, les charges qui veulent, qui adorent récombiner, mais ils ne peuvent pas parce qu'il y a une distance. Il y a une récombinaison, mais elle est fortement retardée. Il y a les distances entre les deux, le donneur et accepteur a grandi. Donc, comme ça, on arrive, ici, nous avons encore pris un deuxième co-sensibilisateur, on arrive à tout couvrir entre 350 et 700 nanomètres, et donc avec un rendement qui dépasse souvent les 80%. Et donc, là, donc, le résultat des nouveaux records nous donne 12,87% de rendement. Donc là, je répète encore une fois, donc ce qu'on a compris, on a fait en fait aussi des calculs. Il faut utiliser les outils de la chimie théorique. Si on est devant de tels cas, on peut sauver énormément de temps en procédant des structures de porphyrine, etc. La chimie théorique est arrivée à un point aujourd'hui où il faut beaucoup faire. Il faut se servir de ces atouts. Et donc, nous avons la chance d'avoir des collaborations au niveau de l'EPFL avec ces deux jeunes, Basil Kirchhoff et Nega Achariastan, et leur professeur sur la route Lisberger. Donc, eux sont, vous voyez la modélisation, le colorant qui s'accroche, le phénylcarboxylate qui coordonne, fait une liaison en coordination avec les ions de tétane. Donc ça, c'est le point d'ancrage. Et là, vous voyez l'effet de ces groupes 1, 2, 3, 4, c'est ces groupes alkoxy qui protègent la surface. Et vous voyez aussi la densité électronique à l'état de base, c'est les trous, si vous voulez, c'est le HOMO en bleu et le LUMO, vous voyez, et on a un shift, déplacement de la densité électronique vers la surface en excitant la molécule. C'est l'avantage de tous ces systèmes donneurs-accepteurs qui sont maintenant très en vogue et qui ont certainement encore progressé.
Et donc, pour vous dire que finalement, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons optimalisé, nous avons réduit les pertes. Le système iodur-iode, ben, c'est là. Si je régénère ce colorant avec le système iodur-iode, ben, je perds la moitié presque de l'excitation, l'énergie d'excitation. Alors que si j'utilise un complexe de cobalt, comme ce complexe-là, le cobalt bipyridylpyrazole, je perds très peu. Donc on arrive à des tensions de la cellule qui fait cette différence. Le niveau redox du couple et le niveau Fermi des électrons dans le TO2. Donc ça fait une très grande différence. C'est pour ça qu'on arrive maintenant à des tensions de l'ordre de 1 volt, même plus, 1,1 volt avec ces cellules. Voilà, je vais devoir passer par ça. Malheureusement, on n'a plus le temps de... Je voudrais vous donner encore des exemples. C'est un exposé séparé. J'ai trop de diapositives, excusez-moi. Donc, je commence par les applications. Donc, vous voyez là donc quelques atouts ces dernières 5 minutes. Je vais donc vous parler de quelques applications. Donc, on a l'atout de la... Il y a beaucoup de cellules photovoltaïques, il faut déjà voir. Les temps sont très durs pour le photovoltaïque. Le marché s'est écroulé pour le silicium parce que les Chinois produisent un coût extrêmement bas et toute l'industrie photovoltaïque allemande est à terre. Donc, alors qu'il y a 3 ans, c'était encore l'exemple magnifique d'une réussite dans le domaine des énergies renouvelables. Alors, donc, il faut avoir des atouts solides dans ces temps qui sont extrêmement durs. Là, on a quelques atouts, la transparence, la flexibilité, la facilité de production, etc. Par exemple, ici, on voit aussi l'aspect esthétique. Vous ne disiez pas que c'est une cellule photovoltaïque, mais c'est une cellule photovoltaïque. En fait, c'est fait par Sony. Ils appellent ça des fenêtres de fleurs, flower windows, ou hanamado en japonais. Donc, toute la structure photoactive, par le choix de différents colorants, ils arrivent à des motifs très jolis. Hein. Et ça se vend. Le client en Asie a beaucoup plus de goût pour la beauté que nous Européens qui sont ternes, il faut bien l'avouer. donc là, c'est un atout considérable. Alors ça, c'est des gros modules par Daisol Tata qui sont en train de se... Là, il y a une production pilote au Pays de Galles. Là, le support est métallique pour abaisser les coûts. Ça, c'est des tests, je vous ai dit au départ de mon exposé, de longue durée. Vous voyez, par exemple, ces modules qui sont à 8% pour ce genre, au stade de développement. Ça fait déjà 2 ans que ces tests ont été faits. Mais vous voyez, ces panneaux doivent passer des tests extrêmement durs. Il y a par exemple 85 veut dire qu'on est dans un four à 85 degrés à une humidité 85%. C'est comme vous allez dans une sauna, vous mettez la température 85 et l'humidité 85 et vous y restez pendant 1000 heures. Ça fait 6 semaines. Bonne chance pour la santé. Hein. Donc les cellules doivent sortir, elles sont remesurées et puis là, ils n'ont aucune baisse. Mais cette même cellule a ensuite soumis un deuxième test, normalement 1000 heures donc le plein soleil qui braque sur la cellule. Et ensuite, encore le dernier coup, c'est de faire 200 cycles de moins 40 et plus 90 degrés, plus 90 degrés. Donc, c'est vraiment des tests extrêmement durs qui ont été faits sur ces cellules pour montrer leur stabilité. Comme ça, ils passent les critères d'application pour l'extérieur. Et là, maintenant, il y a donc des réalisations
architecturale. Il y a des modules qui sont créés. Ça, c'est un module Sony. Là, nous avons un projet à l'EPFL, le centre de congrès qui va être inauguré l'année passée. Donc, une façade sera équipée de cellules. C'est la maison Solaronics qui a gagné le concours. Et donc, ça se présentera comme ça. Ici, les panneaux colorés qui créent, c'est donc des verres électrogènes qui créent de l'électricité tout en étant une transparence, une coloration agréable. Et donc, je vous montre là, par exemple, ces deux monsieur, c'est les deux fondateurs de la maison Solaronics qui a gagné le concours. Tobias, c'était un de mes étudiants. Ça fait déjà 15 ans qu'il a fait son doctorat, mais c'est quand même agréable de voir le succès de ces doctorants dans la vie. Je vous ai déjà montré. Il y a d'autres réalisations. Par exemple, à Séoul, la mairie va être équipée avec des skylights de ce genre. En Suède. Donc, les tests à l'extérieur montrent qu'on a quand même un avantage. Ce que nos panneaux, quand la température monte, il n'y a pas cette baisse de rendement qui est typique pour le silicium. Aussi, l'angle d'incidence, on n'est pas sensible à cet angle ou peu sensible. Donc, ça fait qu'au niveau de la collection, de l'énergie solaire, on a des avantages. Surtout en façade. Là, on est mieux, jusqu'à 75% mieux que le silicium, ou 75% mieux que le silicium. Donc, ça, c'est aussi monté par des analystes de Sony. On voit que la DSSC ici crée autant, un rendement de 10%, c'est les points rouges, crée autant d'énergie par le soleil qu'un panneau de 14,5 polycristallin silicium. Par le biais de capter plus et éviter la perte de rendement à haute température. Finalement, on a le système ici G24 là, il y a une éolienne qui produit l'électricité pour faire marcher l'usine. Donc là, le carbon footprint, comme on dit en anglais, est très très bas. Donc ces bandes photovoltaïques sont maintenant faits à un rythme de 3000 km par an. Ça fait à peu près 15 MW. Puis là, on a eu des visites. Donc l'utilisation, c'est, je ne sais pas si vous connaissez l'ancien président allemand. En Suisse, on change chaque année le président. Donc ça, c'est Madame Neuthardt. Et donc, vous voyez, il y a des applications aussi à l'intérieur. C'est Logitech qui monte par ces amplificateurs qui sont alimentés par les cellules. Donc, les cellules sont très efficaces à la lumière ambiante. Ça a été montré aussi par une étude de Texas Instruments qui a été publiée. Et puis donc, vous voyez, le rendement est 5 fois plus grand que pour la concurrence à 400 lux. Et puis, il est donc de 26% à la lumière ambiante, ce qui est beaucoup. Ça fait donc on peut capter la lumière ambiante de façon très efficace et le convertir en électricité. C'est fait là par ces lampes Sony. Là, ça ne voit jamais une prise. Donc, ils ne sont jamais portés au soleil non plus. Personne ne ferait ça. Alors, on laisse les lampes à la lumière ambiante et ça charge une pile. Et puis, le soir, on récupère la lumière. C'est un recyclage de lumière, si vous voulez. Là, quelques applications sportives. Il y a aussi les plus grandes échelles. MGM, donc là, en Inde aussi, on veut aider les gens qui n'ont pas d'électricité. Donc les femmes là, sont très heureuses. Elles ont leur bac là, pendant la journée, elles peuvent capter la lumière tout en marchant normalement. Et puis le soir, ça
ça donne de la lumière. Et donc là, c'est après l'accident au Japon, et il y a une industrie qui a donc fait ces lampes. Et donc c'est aussi des lampes, on ne les met jamais au soleil, elles captent la lumière ambiante, et puis le soir, ça donne la lumière. Et les victimes de tsunami, pour eux, c'était vraiment un aide. Vous voyez là, le couple, là, comment ils sont heureux, c'était heureux, ces deux personnes. Juste avoir une lampe. Et moi, je dois vous dire, j'étais très fier. J'ai reçu du Japon aussi une de ces lampes que je garde dans mon bureau juste pour le cas où genre une fois, je serais dans la même situation. Donc, surtout les voitures électriques peuvent être chargées, c'est certainement l'avenir. Il y a déjà des cas comme là, ici, le Daimler-Benz, les toits, ils sont équipés avec des cellules à colorant. Ils ont fait 100 voitures, 95 qui étaient d'une excellente qualité. Et donc, vous voyez, là aussi, un nouveau produit qui vient de sortir. C'est donc G24 avec Logitech pour l'iPad Apple. Donc, une alimentation par nos cellules solaires. Vous pouvez voir sur le site de Logitech, ça se vend maintenant à grande échelle. Et donc, le marché qui augmente, qui est projeté d'atteindre les milliards de dollars très, très bientôt. Et donc, finalement, juste encore une minute, excusez-moi, j'ai beaucoup parlé. Donc là, il faut surtout motiver les jeunes. C'est pour cela que je suis là. Nous sommes tous jeunes, bien sûr, mais je parle maintenant des étudiants. Et là, donc, il y a par exemple, c'est Miss Yamamoto, qui était un étudiant. Aujourd'hui, elle est manager chez Nippon Oil. Donc, elle a un département qui développe ces cellules, mais la motivation, la persévérance, c'est ça ce qu'il nous faut. Là, une chinoise de Tsinghua University qui a fait son propre module, ça m'a impressionné. Je ne pourrais pas le faire moi-même, hein, si on me demandait. Donc, c'est étonnant ce que les jeunes peuvent faire. Et donc, nous, on fait des démonstrations avec les gymnasiens qui viennent, et puis on leur montre comment faire leurs propres cellules avec donc des colorants naturels. Donc, le cynorhodon, par exemple, le thé cynorhodon est une excellente source. Et là, on a pris des murs. Et donc, à la fin, on a une cellule et le meilleur groupe gagne un prix. Et donc, même les plus jeunes, encore à Genève, vous voyez là, l'engouement, c'est ce qui est très important. Créer un engouement pour ces questions énergétiques qui posent un défi pour nous. Et ça viendra, c'est déjà là, c'est ce défi. Donc, avec ça, je termine. Je remercie mes collaborateurs et je vous remercie de votre attention.